Bonsoir Eric Darche. Bonsoir Jinkyo. Ce soir, nous allons nous demander si le fait d'associer ou de dissocier les protéines avec les féculents est plutôt positif ou néfaste, au contraire, pour la santé. Alors, je te laisse la parole encore pour une bonne demi-heure. Alors ça fait partie des sujets qui ne font pas forcément l'unanimité. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que l'association protéines et féculents n'est pas favorable et qui proposent de jamais associer, par exemple, du poisson, de la viande ou des œufs avec des pâtes, du pain, du riz ou notre céréale ou notre féculent. Et d'autres qui disent qu'au contraire, ça ne pose pas de problème et c'est même favorable et je rajouterais même indispensable. Donc on voit bien qu'on est dans des logiques complètement différentes. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est de qui c'est parti et pour quelles raisons. En fait, ça remonte à l'époque de l'hygiéniste Shelton, c'est-à-dire un siècle en arrière. Et cet hygiéniste Shelton s'était rendu compte que lorsqu'on faisait on séparait les aliments, eh bien, on obtenait une meilleure digestion. Alors, je m'explique. Dans un repas, on peut trouver des protéines, des féculents, des lipides. Pour un repas équilibré, on est censé avoir, entre guillemets, toutes les classes alimentaires, des protéines, des acides gras et des glucides. Voilà. Ça peut être des crudités à l'entrée avec du poisson, un peu de pâte et une cuillère ou du riz avec une cuillère à soupe d'huile de noix. Mais ça, ce n'est pas la conception de Shelton parce que lui, il disait que ce genre de repas, ça pouvait occasionner des troubles digestifs parce qu'il y avait des aliments ensemble qui ne sont pas compatibles. On appelle ça des associations alimentaires incompatibles. En effet, il y a des associations alimentaires incompatibles telles que le fait de consommer un jus d'orange avec un croissant. Je sais que c'est très souvent proposé Au petit déjeuner. Voilà, et pourtant c'est une erreur parce que, sans faire de course de chimie, la digestion des féculents commence dans la bouche sous l'action d'un enzyme qui s'appelle l'amylase salivaire ou la ptyaline, et cette digestion va continuer. D'ailleurs, c'est le seul aliment dont la digestion commence dans la bouche, puisque les autres aliments commencent dans l'estomac. Et cette digestion qui est amorcée grâce à l'enzyme l'amylase salivaire ou la ptyaline dans la salive, va être amorcée et continuée dans l'estomac. Et il se trouve que cette enzyme a besoin d'un pH qui ne soit pas trop acide, aux alentours de 6. Et si on acidifie la salive par un jus d'orange, l'enzyme va être désactivée et du coup la digestion ne pourra pas se poursuivre ou sera entravée au niveau stomacal. Donc voilà, on sait que quand on boit un jus d'orange avec un croissant, un morceau de pain, il ne faut pas s'étonner ensuite de tousser, d'avoir les yeux qui coulent, le nez qui coule, etc. C'est du mucus, des toxiques qui sont évacués par les sécrétions de la muqueuse. Donc en effet, Shelton a raison, il y a des associations alimentaires qui sont incompatibles et qui peuvent être à l'origine de troubles digestifs et avec toutes les troubles de santé à distance que ça peut occasionner. Ensuite, il y avait un autre hygiéniste, et c'était un médecin qui s'appelle Carton, je crois que c'est un Français, qui lui avait une autre logique. Il disait que dans un repas, il fallait qu'il y ait un peu de tout. Des glucides, des lipides, des protéines. Et lui, en fait, son obsession, c'était pas comme Shelton, son obsession, c'était favoriser une bonne digestion. Lui, son obsession, c'était favoriser une bonne assimilation. Il se trouve que, en effet, pour optimiser une assimilation, eh bien, il faut le fait d'apporter plusieurs aliments de classes alimentaires différentes, des protéines, avec des lipides, avec des glucides, ça favorise une bonne assimilation au niveau cellulaire. Et donc, Carton, lui, il avait plutôt une approche qui était liée à des notions d'assimilation et Shelton, plutôt, son objectif, c'était favoriser, optimiser la digestion.
Sauf que moi, je pense que les deux ont raison, mais qu'il faut une certaine souplesse. C'est-à-dire que Carton pourrait se... Alors, il a raison, Carton, sauf que si on mélange trop d'aliments ensemble, on va être dans des associations alimentaires incompatibles. Et on va générer des troubles digestifs. Donc, au final, ça sera délétère pour la santé. Donc, on voit les limites de fait de vouloir trop mélanger d'aliments ensemble. Et la limite de vouloir trop séparer les aliments ensemble, c'est que ça peut compromettre les processus d'assimilation. Et ça va me permettre de rebondir exactement sur eh bien, le fait qu'il y a deux courants de pensée, ceux qui disent qu'il faut associer les protéines et les féculents, et ceux qui disent qu'il ne faut pas associer les protéines et les féculents. Ceux qui disent qu'il faut faut pas associer les protéines et les féculents, pourquoi ils le disent? Eh bien, en fait, ils se réfèrent à Shelton, et leur logique, elle est très simple. Les protéines ont besoin d'un milieu Acide. acide, un pH acide, puisqu'il faut de l'acide chlorhydrique pour digérer les protéines animales. Et on sait que l'acide chlorhydrique fait tomber le pH des sucs digestifs entre 1 et 2 pour démarrer. Donc c'est très, on est dans un pH très acide. Alors que un Les féculent glucides. ou non, un féculent en sucre complexe, parce que là on parle de sucre complexe, un féculent ou une céréale comme une pomme de terre pour le féculent et une céréale comme le riz, les pâtes, le pain, etc., ont besoin d'un pH plutôt basique, encore légèrement acide, c'est-à-dire aux alentours de 6. 6 contre 1, évidemment, ça ne va pas. Alors, c'est sûr que sur le papier, ils ont raison. Il ne faut pas associer les protéines et les féculents, puisque les féculents ont besoin d'un pH relativement basique, fort acide, puisqu'il est en 6, mais à 7, c'est neutre, donc il est quasiment neutre. Donc, voilà. Et la viande va générer un pH très acide, entre 1 et 2 pour démarrer la digestion. Donc, sur le papier, ils ont raison, c'est contradictoire. Et ça empêcherait la digestion des féculents. Et ça, c'est ce que dit la théorie. Ensuite, quand la théorie, elle propose logique. Ensuite, il faut voir ce que proposent les faits. Voilà. J'aime bien ce qui est factuel, l'expérimentation. Si on regarde les grandes traditions culinaires de nombreux pays, en Inde, au Maroc, en Algérie, on a des plats où, et même en France, on a des plats où on associe les protéines et les féculents. Il y a le couscous, il y a la paella, etc. On associe des protéines et des féculents et il y a des générations de personnes qui ont, des millions de gens qui ont fait ce genre d'association et jamais ils ont eu de troubles de santé. Alors, comment ça se fait que l'expérience contredit la théorie, sur le papier? La théorie, elle est toujours non factuelle. Hein. Elle n'est pas représentative des faits, elle est représentative d'une logique. Alors, où se trouve le problème? Où se trouve le fait que cette logique n'est pas en concordance avec les faits? Eh bien, c'est très simple. C'est Robert Masson qui a découvert, il y a une trentaine d'années, un livre qui a été écrit par deux spécialistes de la digestion, de l'estomac, comment on appelle ça, des gastro-entérologues. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait plusieurs expériences. Ils ont suivi, grâce à des microcaméras, des fibres, parce qu'on peut suivre l'avenir d'un bol alimentaire, ce qu'il devient grâce à des microcaméras, des fibres optiques qui nous permettent de voir ce qui se passe. Et on s'est rendu compte que la digestion d'un repas qui contenait des féculents avec des protéines était différent d'un repas qui contenait des féculents avec des crudités. Alors je m'explique. La démonstration a permis de s'apercevoir, filmé, hein, a permis de s'apercevoir que lorsqu'on va prendre un premier repas où on va consommer, par exemple, des crudités, oui, crudités, un plat de pâtes, par exemple, ou un plat de riz, avec du poisson, de la viande.
Donc, on a une protéine, un féculent. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la digestion du riz ou des pâtes va commencer dans la bouche, sous l'action de la ptyaline ou l'amylase salivaire. Et pour que la digestion fonctionne bien, il faut que le pH reste aux alentours de 5, plutôt vers 6. Ensuite, ces pâtes ou ce riz qui ont été qui ont commencé leur digestion dans la bouche, va se poursuivre dans l'estomac. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que là, grâce à ces expériences, on s'est rendu compte que la digestion des pâtes ou du riz continuait jusqu'au terme de la digestion, pendant 2 heures au moins. Et que la sécrétion d'acide chlorhydrique n'avait lieu qu'à la fin de la digestion des glucides. C'est-à-dire que si la sécrétion d'acide chlorhydrique avait été enclenchée immédiatement dès que le féculent arrive au niveau stomacal, évidemment que la digestion aurait été inhibée, arrêtée immédiatement. Sauf que grâce à l'intelligence du corps, l'organisme est tout à fait capable d'analyser la nature de son bol alimentaire. Il laisse la digestion des féculents continuer pendant 2 heures ou 3 heures, et ensuite il amorce la digestion des féculents, quand tous Des protéines. Voilà, toute la digestion des féculents aura été faite, il va sécréter de l'acide chlorhydrique. Et donc cette séquence n'aura lieu que 2 heures après. Par contre, oui, pardon. seconde, c'est important maintenant de proposer immédiatement l'autre exemple. Si je consomme de la viande, mais il n'y a pas de féculents, il y a des crudités, eh bien, comme il n'y a pas de gestion de féculents, l'organisme va sécréter de l'acide chlorhydrique 20 minutes après la consommation de la viande. D'ailleurs, on sait que la digestion du bol alimentaire se déclenche à partir du moment où il y a une pause, où on n'introduit plus d'aliments. À ce moment-là, le cerveau considère que là, il faut lancer toutes les digestions, bien qu'il a déjà sûrement analysé le bol alimentaire, etc. Mais la vraie digestion, c'est quand on arrête d'avaler des aliments, parce que tant que des aliments arrivent, l'organisme ne sait pas ni la nature, ni la quantité de sucre digestif qu'il faut sécréter. Donc, il attend qu'il y ait une pause, et là, il fait le tri, il sait qu'il y a des lipides, des glucides, et il va sécréter les enzymes nécessaires pour chaque nature d'aliment en termes de qualité et en termes de quantité. Donc, je reprends mon exemple, j'ai mangé de la viande avec des crudités, l'acide chlorhydrique va être sécrété 20 minutes après avoir absorbé la viande, et la digestion de l'acide chlorhydrique, où le pH dans l'estomac va tomber à 1,2, ne gênera nullement la digestion, puisque ce n'est pas associé avec des féculents. Donc, contrairement à la théorie, on voit qu'il y a une adaptation du bol alimentaire en fonction de la nature et de la qualité. De sa composition, quoi. Oui, de la qualité du bol alimentaire et des quantités. S'il y a un tout petit peu de féculents ou beaucoup de féculents, ou s'il y a un tout petit peu de protéines ou beaucoup de protéines, on n'aura pas la même quantité de sucre digestif. Donc ça, c'est l'homéostasie. Et là, on voit que l'organisme est doté d'une intelligence qui est fantastique et qui est tout à fait capable de s'adapter au bol alimentaire. Maintenant, donc on voit, oui. C'est une question un peu bête, mais pourquoi, est-ce que comment dire, pourquoi l'organisme décide de digérer d'abord les sucres et après les protéines? Pourquoi on n'aurait pas l'inverse? Mais parce que vous-même, quand vous commencez, j'ai expliqué que tous les aliments, toutes les digestions de toutes les classes alimentaires débutent dans l'estomac, sauf pour les féculents. Donc il continue en quelque sorte. Exactement. Le processus est enclenché. Alors, il n'a pas enclenché la digestion des protéines quand vous mâchez. Par contre, il a enclenché la digestion des féculents quand vous mâchez. Donc, il privilégie immédiatement la digestion des féculents. Donc, il ne fait que la poursuivre. C'est tout. Ok. Alors, maintenant, la question, il y a de cette démonstration, évidemment qu'il y a des réflexions à faire. La première réflexion, c'est est-ce que le fait de dissocier, est-ce que c'est une erreur? Et oui, c'est une erreur. Déjà, c'est une erreur sur la théorie, mais il va y avoir, puisqu'on sait que dans la réalité,
ça ne se passe pas comme ça. Mais en fait, si c'était juste ça, ça ne serait pas grave. Mais il y a un vrai problème. C'est que il y a une mode aujourd'hui, une mode, c'est pas une mode, c'est un régime qui est connu pour perdre du poids, c'est le régime dissocié. Tous les régimes que vous utilisez pour perdre du poids, c'est des régimes hypocaloriques. C'est-à-dire, tous les régimes qui font perdre du poids, c'est des régimes qui jouent sur la réduction des calories, tant glucides, tant lipides. Il n'y a que ce moyen en réalité pour perdre du poids. Après, bon, enfin, on est dans des stratégies, mais c'est simple. Hein. Voilà. Perdre du poids. Mais bon, quand on veut perdre du poids, on réduit ses calories, on perd du poids. Mais le problème, c'est que un régime qui est très à la mode pour perdre du poids, c'est le régime dissocié. Le régime dissocié, je suis désolé, ce n'est pas un régime hypocalorique, puisque dans un régime dissocié, on peut manger à volonté des glucides, des lipides et des protéines et des crudités, légumes. Comment ça se fait que le régime dissocié fait perdre du poids alors qu'on peut manger sans aucune restriction des glucides, des lipides et des protéines? C'est parce que le régime dissocié empêche l'assimilation. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une personne fait le régime dissocié, il mange par exemple de la viande dans la journée, et quand il mange de la viande, il va manger avec des légumes verts. À aucun moment, il va faire protéines et féculents. Et pourquoi, quand on fait protéines et féculents, on perd du poids? Quand on fait lipides et sans sucre, on perd du poids. Parce que l'hormone qui permet aux lipides, aux glucides et aux protéines de pénétrer au niveau cellulaire, il n'y en a qu'une. C'est la clé du métabolisme, c'est l'insuline. Qu'est-ce qui permet, quel est l'aliment qui provoque la sécrétion de l'insuline? C'est les glucides. Donc, lorsqu'il y a absence de glucides dans un repas, il n'y a quasiment pas de sécrétion d'insuline. Donc, comme c'est l'insuline qui permet aux glucides, aux lipides, aux protéines de passer au niveau cellulaire, eh bien, il n'y a plus cette clé d'assimilation, donc eh bien, on n'assimile pas. Et c'est pour ça que les gens qui font un régime dissocié, qui consomment des lipides sans sucre et des protéines sans sucre, eh bien, ils perdent du poids. Et ce qui est grave dans cette histoire, c'est que comme ce n'est pas un régime hypocalorique et que c'est un régime qui perd du poids par manque d'assimilation, eh bien, malgré que vous consommez des protéines et des lipides, vous pouvez être carencé au niveau intracellulaire de corps gras et d'acides aminés, avec toutes les conséquences graves de manquer d'acides aminés et de corps gras. Donc, le régime dissocié fonctionne, et ce qui est marrant, c'est que la très grande majorité des gens qui préconisent ce régime pour perdre du poids ignorent complètement le mécanisme qui est sous-jacent derrière. Non seulement les personnes très souvent qui le proposent ne connaissent pas le mécanisme, et les personnes qui évidemment écoutent ce genre de conseils le savent pas du tout en général. Donc on se retrouve avec des gens qui utilisent un régime et qui n'en connaissent pas les conséquences. Et les conséquences, c'est qu'il y a des personnes qui ont trouvé agréable de faire le régime dissocié, puisque comme ça, ils maîtrisent leur poids, et après, ils s'étonnent d'être en anémie, d'être aménorrhés, d'avoir une chute du système immunitaire, des chutes des fonctions cognitives. Et bien, en fait, ils n'assimilent plus les acides aminés malgré qu'ils en ont dans leur bol alimentaire. Donc, on voit toutes les conséquences gravissimes d'un régime dissocié, pas sur des courtes périodes, mais sur des périodes longues. Et pour essayer d'avoir une approche plus scientifique de mon discours, je vais m'intéresser à une déclaration d'un représentant de la société Danone. Je peux citer son nom puisque c'est Thierry Soucard qui a, bon, en fait, il a trouvé une perle. En fait, il a trouvé une discussion qui avait lieu en interne dans les laboratoires de Danone. Et ce sont des ingénieurs qui discutaient par eux, sauf que l'information a fuité et elle a été publiée. Et qu'est-ce que disaient en fait les chercheurs de Danone? Se posaient la question pour quelles raisons les produits laitiers ont même les yaourts, par exemple, sauf le fromage, mais les yaourts maigres, les yaourts, le lait lui-même, mais surtout les yaourts, les fromages maigres, ont un indice insulinique élevé.
qu'est-ce que ça veut dire en aliment d'avoir un indice insulinique élevé? Quand vous consommez un aliment qui a un indice glycémique élevé, ça veut dire que c'est souvent des aliments comme du pain blanc, des pâtes blanches qui n'ont plus de fibres. Il va y avoir une forte quantité de sucre qui va se retrouver dans le sang. Le glucose va s'élever et l'organisme ne peut pas tolérer. Donc, il va sécréter de l'insuline qui va permettre de capter une partie du glucose et le mettre au niveau intracellulaire. Et ainsi, le taux de glycémie est régulé. Sauf que ce qui est très surprenant pour les produits laitiers, c'est qu'ils n'ont pas un indice glycémique élevé, il est plutôt bas, et il a un indice insulinique élevé. C'est-à-dire que les produits laitiers se comportent dans notre corps comme s'ils nous apportaient une grosse quantité de sucre, puisqu'ils provoquent la sécrétion importante d'insuline. Et donc, les chercheurs de Danone étaient très étonnés parce qu'ils ont découvert voilà, quasiment du jour au lendemain, que les produits laitiers avaient un indice insulinique élevé. Ils se sont dit, mais pour quelle raison? Alors que les produits laitiers ne contiennent pas vraiment une forte concentration de sucre. Et en fait, eh bien, c'est un chercheur de Danone qui a expliqué que c'était tout à fait logique, puisque lorsque le veau va absorber cette très grande quantité de protéines, de lipides, il va bien falloir un facteur qui puisse permettre son assimilation au niveau cellulaire. Donc, le lait contient un facteur qui n'est pas le sucre, mais qui agit sur le pancréas pour provoquer une forte sécrétion d'insuline et pour provoquer une bonne assimilation de la forte concentration de protéines et de corps qui se trouvent dans le lait. Voilà. Plus des facteurs de croissance que le veau aussi, c'est un peu sensible aussi. Donc on voit que, et le chercheur de Danone a rajouté quelque chose de très intéressant. Il a expliqué que, évidemment, les produits laitiers, comme les yaourts, n'étaient pas les bienvenus chez une personne qui cherche à perdre du poids, parce que les personnes qui cherchent à perdre du poids, il y en a qui mangent des légumes et des yaourts, et ils ne savent pas que le yaourt, les petits produits laitiers, comme ça, anodins, eh bien, provoque une forte sécrétion d'insuline. Et une forte sécrétion d'insuline, donc déjà, à force, vous allez être résistant à l'insuline, donc vous allez détracter votre pancréas, et à terme, vous pourrez aller vers le prédiabète et le diabète. Et puis, il y a un autre problème qui se passe, c'est que s'il y a beaucoup d'insuline qui est sécrétée, eh bien, le moins de On sucre, assimile le moins beaucoup. de lipides va être assimilé. Donc, on voit bien l'hérésie de, de cette association, enfin, de cette présence de produits laitiers dans un régime qui, soi-disant, est là pour. Parce qu'il y a certaines personnes qui cherchent à perdre du poids avec des yaourts et des feuilles de salade. Ben, malheureusement, ils vont grossir avec ça. Ils vont faire de la rétention d'eau, mais enfin bref. Et en tout cas, ils vont détraquer leur pancréas. Et pour un rien, d'ailleurs, la majorité des gens qui prennent du poids en mangeant très peu, c'est parce qu'ils ont un pancréas qui sécrète trop d'insuline. Donc, il faut réguler le pancréas. Il fixe trop, quoi. Voilà, voilà. Donc, Excellent. on voit par une démonstration scientifique que l'insuline est la clé du métabolisme. Les yaourts et les produits laitiers, comme les chercheurs Danone l'ont bien expliqué en interne, que cette information ne devait pas fuiter, elle a fuité. Et donc, c'était très intéressant. C'est très intéressant parce que ce discours scientifique valide le fait que la clé du métabolisme, c'est l'insuline. Pas d'insuline, pas de métabolisme. Et on sait d'ailleurs que quand le pancréas ne fabrique pas d'insuline, il sécrète une hormone inverse qui est le glucagon, et le glucagon favorise la néoglucogénèse, c'est-à-dire que les acides aminés qui ne pénétreront pas au niveau cellulaire vont être, une partie va être désaminée, une autre partie va être transformée par la néoglucogénèse en glucose, en glycogène. Donc on voit toute l'aberration du régime dissocié et on voit que ce mythe de ne pas associer protéines et féculents, ça ne repose sur rien et au contraire, ça remet en cause l'assimilation. Donc, ni scientifiquement, ni factuellement par l'expérience, cette théorie est validée. Au contraire, elle est remise en cause et il ne faut surtout pas la suivre selon ce que j'en pense et selon mon expérience et l'expérience de maçon qui a eu 70 ans d'expérience et qui voyait des gens
faire le régime dissocié avec plein de symptômes que beaucoup de personnes ne comprenaient pas, mais qui étaient dus à un manque d'assimilation, tout simplement. Donc, je crois que je n'ai pas regardé mes fiches, mais je crois que j'ai tout dit. Ben, on pourrait beaucoup développer parce que c'est D'ailleurs, vraiment quelque chose qui n'est pas très connu. Moi, le premier, comme je te l'ai dit avant l'entretien, il y a vraiment des répercussions importantes, quoi, notamment sur les problèmes de diabète, de jeunesse du diabète, quoi. Et d'ailleurs, puisqu'il me reste 5 minutes, j'en profite pour rebondir sur une objection qu'on m'avait faite. Et d'ailleurs, j'y ai répondu dans mon dernier livre, L'hygiénisme et l'alimentation vivante. Il y avait une personne, Thierry de son prénom, mais ce n'est pas Thierry Casanova, c'est un autre Thierry qui m'avait fait une suggestion intéressante, qui m'avait dit mais comment ça se fait que dans la nature, quand on mange un aliment, il ne faut pas forcément aller chercher du glucide. Eh bien, si on regarde bien les choses, très souvent d'ailleurs dans les aliments, il y a des glucides et des protéines en somme, peut-être dans des petites proportions, mais ils sont souvent associés. Et puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans... On ne peut pas se comparer à des cueilleurs, des chasseurs-cueilleurs. C'est que nous, depuis au moins des centaines d'années, si ce n'est des millénaires, le fait d'être sédentarisé et d'avoir classifié comme ça les aliments, on va manger 80 ou 100 grammes de poisson, on va manger 80 ou 100 grammes ou 200 ou 300 grammes de riz ou de voilà. Eh bien, en fait, le pancréas maintenant, il fonctionne d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on quand on mange 200 ou 300 grammes de glucides, eh bien, évidemment que on a encouragé nos pancréas à sécréter facilement de l'insuline. Donc aujourd'hui, on a des organismes qui sont pas forcément qui n'ont pas les mêmes réactions biochimiques que les premiers hommes, c'est sûr, dû au fait on s'est sédentarisé et qu'on a les premiers hommes, ils ne mangeaient pas 200-300 grammes de riz ou de pâtes ou de féculents à chaque repas. Ils mangeaient quand ils pouvaient. Donc, certes, tous ces mécanismes sont toujours là, mais on les a accentués. Et plus on accentue un mécanisme, plus dès qu'on fait une erreur, ce mécanisme, eh ben, on va être immédiatement sanctionné. Donc, on peut pas. C'est vrai que je trouve judicieux cette personne qui me dit, mais dans la nature, quand on mange une protéine, on ne mange pas forcément un glucide à côté. Sauf que c'est nous qui avons décidé qu'on allait manger 80-100 grammes de viande tous les jours ou de poisson avec 200 ou 300 grammes de pâtes. Dans la nature, on mangeait de la viande quand il y en avait. Les premiers hommes, c'était plutôt des végétariens à tendance végétarien et ils mangeaient occasionnellement des petits animaux. Après, bon, je sais qu'il y a plein de théories qui s'entrechoquent, mais grosso modo, il semblerait que les premiers hommes, les chasseurs-cueilleurs, mangeaient des fruits, des légumes, des baies et des petits animaux occasionnellement. Et donc là, d'une manière, on sait que par exemple, dans un produit, dans une plante qui contient des acides aminés, il y a du sucre. Il y a toujours sucre et acides aminés, qu'on le veuille ou non. Dans les feuilles, il y a du sucre et il y a des acides aminés simples. Il n'y a pas de protéines complexes. Donc on voit que ce raisonnement, il se tient factuellement et qu'il est évidemment de plus en plus, on est de plus en plus concerné parce qu'on a une alimentation qui est quand même très binaire, quoi. Voilà, c'est pas plus mal d'avoir un minimum d'équilibre. Donc le fait de vouloir manger un peu de protéines, de féculents, de lipides, c'est pas en soi une erreur. C'est que évidemment que on mange sûrement beaucoup plus de glucides que les premiers hommes, ça c'est sûr. Donc évidemment, on a des pancréas qui fabriquent très facilement de l'insuline. D'ailleurs, il faut savoir que je crois que les maladies cardiovasculaires sont les premières, c'est les maladies qui tuent le plus en France, alors que dans le monde entier, c'est le cancer. Nous, c'est les maladies cardiovasculaires. Et c'est en relation avec les maladies cardiovasculaires, c'est beaucoup en relation avec l'excès de viande. Les glucides, parce qu'on remet en cause les acides gras saturés. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est l'excès de glucides qui se transforme en acides gras saturés. Donc il y a des gens qui ne mangent pas de viande et qui ont des problèmes de déséquilibre en cholestérol parce qu'ils mangent trop de
de céréales ou trop de féculents. Et d'ailleurs, on s'est retrouvé, il y a des végétariens qui, parce qu'ils ont trop forcé sur les sucres, ont eu des problèmes cardiovasculaires identiques à des omnivores, mais eux, ce n'était pas de la charcuterie, de la viande qu'ils consommaient, c'était un excès de glucides. Et ça donne les mêmes résultats. On peut avoir un problème de cholestérol, de triglycérides, un déséquilibre entre HDL et LDL, c'est soi-disant bon et mauvais cholestérol. Bon, ça, c'est encore une autre paire de manches parce que c'est pas vrai. Mais, et tout ça en relation avec une trop forte quantité de glucides parce que certains végétaliens, ils ont peur de manquer d'acides aminés, donc ils vont forcer pour manger beaucoup de céréales et beaucoup de légumineuses en disant qu'ils vont obtenir de l'énergie, quoi. Essentiels dont ils ont besoin en associant ces deux types d'aliments. Théorie, mais résultat des courses, si on force trop, ben, on a des problématiques. Voilà. Donc, ben, voilà, je pense qu'on a répondu à ce sujet. Donc, ça veut dire que c'est un peu aussi quand même on a tendance à dire attention, on mange trop de sucre, trop de féculents, donc il faut quand même garder un peu de féculents dans notre alimentation, quoi. Exactement. Aujourd'hui, ça c'est quand même majeur comme conclusion, quoi. Par exemple, le PNNS a été remis en cause par Thierry Soucard, et Thierry Soucard qui représente la nutrition.fr, dit qu'il n'est pas en accord avec le PNNS qui recommande une forte quantité. Disons que eux, le PNNS qui représente l'État et les tendances nutritionnelles qui sont proposées, moi en France, on nous encourage à avoir une bonne quantité de féculents. On sait que une bonne quantité de féculents, ça va, mais là, en France, on a tendance à en manger bien comme il faut, et peut-être trop, quoi. Et donc, lui, il disait qu'il n'était pas en accord avec le PNNS et il préconisait d'en manger un peu moins et de majorer au contraire un peu plus les protéines. Voilà. Le PNNS, lui, minimiserait les protéines et aurait tendance à forcer un peu sur les glucides. Et lui, il dit qu'il faut faire l'inverse, ce qui se défend d'ailleurs. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire d'excès de rien. Il ne faut pas forcer trop sur les féculents, mais en même temps, s'il n'y a pas de sucre, pas du tout, et bien qu'on mange que du poisson, de la viande avec des légumes. feuilles de salade et des légumes, on perd du poids. Et d'ailleurs, le régime Atkins et le régime Ducan, c'est des régimes dissociés. En plus de ça, qu'ils étaient dissociés, ils étaient hypocaloriques. Mais c'est des régimes dissociés. Et le régime dissocié, même si ce n'est pas un régime hypocalorique, parce qu'en plus de ça, on peut lui donner une approche hypocalorique en freinant. Oui, bien sûr. Voilà. Mais même si on ne freine pas les sources de glucides et de lipides, on perd du poids avec le régime dissocié. Et pas parce que c'est un régime hypocalorique, parce que c'est un régime, il faut bien se le mettre dans la tête, par manque d'assimilation au niveau intracellulaire. Voilà. Comment hypoassimilant, on pourrait dire. Je ne sais pas s'il faudrait inventer le concept. Mais freiner une assimilation, ça veut dire qu'on mange des protéines, on mange des acides gras, on se dit, ben, je peux cocher la cage parce que j'ai des repas équilibrés, sauf qu'ils ne sont pas assimilés. Voilà. Et ce qui, moi, m'étonne, c'est que il y a des spécialistes de la santé qui proposent le régime dissocié pour perdre du poids et ne savent pas, sur le plan biochimique, comment ça fonctionne. Alors ça, c'est vraiment pour se poser des questions. Hein. Parce que si eux ne savent pas, alors les gens qui écoutent leurs conseils nagent à grande passe. Oui, c'est empirique, on se dit, bon... voilà, c'est ça. On a constaté que... Pas besoin de se priver. Voilà. Et après, comme disait Robert Masson, on se retrouve avec des personnes qui sont anémiées, qui ont plein de problèmes qui sont en relation avec la carence en acides aminés, malgré qu'ils consomment des acides aminés. Et oui, ils assimilent plus. Donc, c'est très logique. Voilà. Ok, bon, ben merci pour cette interview vraiment très, très pointue, du coup. On progresse, on progresse. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. On est à 34. Voilà, il ne faut pas trop dépasser les 30 minutes, donc là, c'est bon. Je crois qu'on a dépassé. On est à 30-35 minutes, là. Ouais, 34-30. Bon, ben voilà, c'est très bien. Merci beaucoup, Eric. Merci, Jim. À très bientôt. Au revoir.